Bonjour à tous, Stéphane Derras, directeur avant-vente chez Rakuten Aquafadas. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinar qui va nous prendre jusqu'à midi et demi, donc une petite demi-heure, dont 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. La première chose que j'espère, c'est que vous voyez bien mon écran et que vous m'entendez bien. Sinon, vous avez un petit panneau de questions sur la droite qui vous permet de poser des questions pendant le webinar, mais aussi de me signaler si vous avez des problèmes de son ou d'image, ce qui peut malheureusement arriver parfois. Voilà, donc et je ne vois pas pour l'instant de problème, donc je pense que vous me voyez bien et vous m'entendez bien. Donc je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinar. L'objectif est de vous donner et de partager avec vous la longue expérience de Rakuten Aquafadas sur la publication d'apps, que ce soit sur Apple ou sur Google. Ça fait en effet plus de 11 ans que Rakuten Aquafadas développe des outils de création de contenu interactif, numérique et enrichi, mais aussi d'applications mobiles pour les univers Apple, Google et maintenant d'ailleurs Windows et macOS 10 également et le web. Donc nous avons une certaine expérience auprès de ces grands acteurs, Apple et Google, que nous souhaitions partager avec vous aujourd'hui. Ce webinar est bien entendu enregistré. Il vous sera renvoyé après le webinar par email avec ces diapositives également que vous retrouverez au format PDF. Voilà. Donc on va commencer. Donc je vais reprendre mes slides. Voilà. Donc, pour publier une application, je vous rappelle qu'une application mobile, c'est ce qu'on appelle ces petites icônes qu'on trouve sur nos périphériques mobiles, nos smartphones, nos tablettes. Et on va voir plusieurs choses ensemble aujourd'hui. Je vais vous rappeler rapidement ce qu'est un circuit, parce que c'est un vrai circuit de création et surtout de publication d'apps sur les stores, mais pas que sur les stores. On va le voir très rapidement, puisqu'évidemment, vous détaillez un circuit complet de création et de soumission d'une app prendrait largement plus de 2 heures facilement. Donc le but, c'est de vous rappeler un peu la complexité qui va avec pour vous préparer au mieux à créer et publier vos apps. Ensuite, nous verrons rapidement quelles sont les données fondamentales et que vous devez rassembler et préparer avant de pouvoir prétendre à publier une app. Nous verrons également les méthodes de déploiement. C'est très important puisque vous verrez qu'il n'y a pas que les grands magasins en ligne, Apple iTunes et Google Play. Il y a aussi d'autres méthodes pour déployer vos apps, ce qui sera évidemment très important dans certains cas, sur certains contenus qui ne passent plus, par exemple, chez Apple ou Google en termes de validation. Alors, toutes ces données-là que nous avons vues juste avant, justement, dans la partie précédente, je vous montrerai comment nous vous accompagnons pour vous aider à collecter ces données dans ce qu'on appelle nous un starter pack, donc un ensemble de fiches qui permet de rassembler ces informations dans le cas où nous faisons la soumission de votre app pour vous, par exemple. Je vous rappellerai également, justement, dans cette expérience, les directives principales d'Apple et Google sur lesquelles vous devez vous conformer de toute façon, mais aussi comment essayer de jouer, si je puis dire, avec pour quand même publier vos contenus. C'est important, puisque là aussi, on a quelques astuces, d'où le titre de ce webinar. Nous verrons enfin l'évolution constante des systèmes d'exploitation mobile, avec les 2 dernières versions d'iOS et Android notamment, et comment nous vous accompagnons avec des applications qui sont toujours à jour par rapport à cette évolution perpétuelle. Alors voilà, pour les fameux circuits de création et soumission d'app, encore une fois, ce serait beaucoup trop long de vous montrer l'ensemble des étapes. J'ai pris un exemple qui est celui d'Apple, mais qui est très similaire côté Google. Les étapes principales, c'est d'abord évidemment de souscrire à un programme de développeur, que ce soit celui d'Apple ou Google. Les deux ont un programme, on verra d'ailleurs les prix juste après. Ce qui vous permettra évidemment d'accéder aux outils de développement, aux informations, aux guides, documentations diverses, puis de générer vos premières applications vous-même en local,
afin de les tester déjà sur vos périphériques à vous, mobiles, tablettes, etc. Et puis ensuite, une fois que vous aurez testé votre application, il faudra bien entendu la publier. Alors si vous la publiez sur l'App Store, par exemple, puisque c'est le cadre Apple ici, vous devrez créer un compte iTunes Connect dans lequel vous renseignerez un certain nombre de données administratives, vous signerez numériquement des contrats et vous devrez indiquer notamment les prix de vos contenus si vous les rendez payants. Et une fois que vous avez fait ça, vous pourrez soumettre votre app, après l'avoir bien sûr testé, validez-vous en interne. Elle devra passer dans un cycle d'approbation par Apple avant de pouvoir être ensuite évidemment envoyée sur un magasin en ligne, donc sur un store, comme on dit, sur l'iTunes Store, ici en l'occurrence. Les étapes Google sont très similaires. Il faut vous enrôler dans un programme développeur, il n'y en a qu'un, c'est beaucoup plus simple par contre. Et ensuite, il faut donner un nom à votre application. Enfin, les étapes sont à peu près les mêmes, pas tout à fait dans le même ordre. Sont peut-être un petit peu plus simples et un petit peu plus rapides, on va dire, côté Google que côté Apple. Alors justement, côté Apple, pour commencer, voici les types de comptes développeurs que vous pouvez prendre. Alors vous avez probablement déjà des comptes développeurs si vous êtes déjà développeur dans l'application mobile. Mais si vous ne l'êtes pas, il y a chez Apple deux principaux types de comptes. Le compte individuel, où vous pouvez en votre nom personnel donc développer, créer des apps à 99 € par an. C'est quelque chose que vous pouvez créer tout de suite. Vous pouvez donc le créer tout de suite, mais il y aura de toute façon, pour pouvoir publier une app, un certain nombre de choses à remplir et de documents à donner, surtout dans le cadre d'un compte entreprise, comme on le voit juste après. Et il faudra bien que tout cela soit validé si vous voulez pouvoir publier une app. Donc n'oubliez pas qu'il y a un délai déjà de validation de votre compte développeur qui est à prendre en compte, lui, avant même le délai de validation de votre app. Ce délai peut prendre 5 à 10 jours, c'est variable suivant évidemment le taux d'occupation des équipes d'Apple. Donc côté entreprise, par contre, c'est des programmes qui vous permettent de créer des apps d'entreprise, comme on dit, de in-house enterprise apps, que vous pourrez déployer de manière large dans vos entreprises, de contrôler aussi le déploiement de vos apps. Là, c'est un peu plus cher, à 299 € par an, parce que généralement, vous ne passerez pas d'ailleurs par le store Apple pour déployer ces apps, mais par vos propres stores interne, et il vous faudra, ces trois informations-là sont obligatoires pour pouvoir créer un compte entreprise, donc le fameux numéro Duns and Bradstreet. Il vous faudra évidemment une entité juridique parfaitement validée pour votre entreprise, et la personne qui postulera comme administrateur de ce compte devra avoir un lien évidemment juridique prouvé avec l'entreprise en question. Il vous faudra aussi avoir votre nom de domaine ou site web, puisque votre nom de domaine est utilisé évidemment dans votre URL généralement de site web. C'est très important pour pouvoir postuler un compte entreprise. Voilà. Côté Google, c'est beaucoup plus simple. Vous prenez un compte développeur unique à 25 $. C'est bien 25 $, c'est pas des euros. Une seule fois seulement, alors que les comptes Apple, comme vous le voyez au-dessus, sont annuels en termes d'abonnement. Et le délai de validation de votre compte développeur avec les documents administratifs prend généralement 2 à 3 jours seulement. Donc c'est plus rapide, plus simple et moins cher, on va dire. Si vous êtes déjà développeur, n'oubliez pas, avant de vous lancer dans la publication peut-être d'une nouvelle app, peut-être que vous ne l'avez pas utilisé depuis quelque temps, votre compte développeur, donc vérifiez qu'il est toujours valide ou que vous ayez bien renouvelé évidemment votre abonnement à ce compte, notamment Apple, puisque lui n'est pas à vie. Donc vérifiez qu'il est bien valide, ça paraît idiot, mais c'est important. Alors côté Apple, je vous l'ai dit, il y aura une étape où il faudra créer un compte iTunes Connect. C'est là où vous référencez vraiment vos contrats, que vous les signez numériquement avec Apple, donc un contrat d'engagement avec Apple. C'est aussi là où vous mettrez les prix de vos produits, ceux que vous peut-être vendrez au travers de nos apps. Donc la grille tarifaire doit être entrée dans iTunes Connect. C'est important. Vous rentrerez aussi, bien sûr, des données que vous avez probablement déjà entendues quand vous publiez une app Apple, des certificats développeurs, des profils de provisionnement, le nom de votre app ou App ID ou Bundle ID. Voilà, toutes ces données, vous les rentrerez dans l'interface développeur Apple sur le site web Apple Developer.
Attention à des petites choses mais fondamentales, le nom de votre entreprise, quand vous allez rentrer par exemple un compte entreprise, ne sera pas modifiable. Une fois que vous l'aurez validé, il ne sera plus modifiable. Donc il y a des petites choses où il faut prendre son temps. Il faut pas se précipiter pour créer un compte, mettre les informations juridiques et surtout les informations tarifaires. Pourquoi? Parce que le modèle économique de vos produits, une fois que vous les mettrez dans vos apps, sera très important. Pourquoi? Si par exemple vous décidez de faire une app gratuite avec des produits gratuits, vous ne pourrez plus jamais les transformer en produits payants. C'est impossible. On ne peut plus changer un produit qui était gratuit en payant. Inversement, si vous avez des produits payants, vous pourrez les basculer une seule fois seulement, évidemment, en produits gratuits, puisqu'une fois devenus gratuits, ils ne pourront plus être basculés en produits payants. Les abonnements aussi sont une donnée sensible, puisqu'il faut bien les définir au début. Par exemple, chez Google, on va le revoir un petit peu tout à l'heure, chez Google, vous ne pourrez plus modifier l'abonnement en cours de route, il faudra attendre son renouvellement. Et en général, la plupart du temps, on ne modifie pas un abonnement en cours, on crée de nouveaux abonnements pour remplacer d'anciens abonnements, mais il faut souvent attendre leur date de renouvellement, ce qui amène une gestion un peu compliquée en général. Alors justement, pour toutes ces données-là, si vous passez par nous, d'une part, on peut faire toutes ces formalités hein, pour vous, à votre place, du moment que vous nous fournissez évidemment les éléments. Alors, on ne va pas vous demander tous les éléments d'une manière un peu brutale, ou vous obliger à aller regarder la documentation Apple ou Google. On a ce qu'on appelle un starter pack, donc des fiches que nous vous transmettons en PDF à pré-remplir. Vous nous les envoyez et grâce à cela, on pourra faire toute la création de vos identifiants, de vos certificats, de vos profils, etc. à votre place. Donc c'est ce que nous appelons le starter pack. Ça c'est vraiment pour l'aspect création du compte ou gestion du compte développeur, puisque vous nous transmettrez aussi probablement votre compte développeur si vous voulez qu'on gère la soumission de l'app pour vous. D'ailleurs, à ce propos-là, il faut savoir que vous n'avez plus le droit aujourd'hui de passer par un prestataire et c'est une directive Apple, hein, par un prestataire comme nous, pour soumettre votre app sur un App Store, mais avec par exemple, notre compte développeur. Ça n'est plus possible. Il faut vraiment que chaque entreprise ou chaque individu utilise son propre compte Apple pour soumettre son app sur un store Apple. Et bien entendu, quand nous faisons ces démarches pour vous, ben, nous devons nous faire passer pour vous, pour que ce soit évidemment pris en compte proprement par Apple, notamment au niveau du support. Hein. Le support ne nous répond pas à nous si nous ne faisons pas passer pour vous, clients. Voilà des petites choses. Tout cela, évidemment, on le connaît très bien et c'est pour ça qu'on vous accompagne avec ce starter pack. Petite parenthèse côté contenu également, puisqu'on parle beaucoup de l'app aujourd'hui. On a parlé des contenus dans les webinars précédents, de toute façon. Mais côté contenu, pareil, pour par exemple la vitrine de votre app, ce que nous appelons le store model à l'intérieur d'une application next-gen de Rakuten Aquafadas. Pour tous ces éléments-là, on vous donne également une autre fiche. On vous accompagne pour vous demander les visuels au bon format, aux bonnes tailles pour les différents types de mobiles, de périphériques que vous pouvez avoir en effet comme cible. Donc on vous accompagne avec ces fiches-là très bien documentées à la fois en français et en anglais. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est de comprendre les différentes méthodes de déploiement, parce que vous avez beaucoup de contraintes, évidemment, dès lors que vous allez publier une app sur un store, sur un App Store, que ce soit celui d'Apple ou Google. Mais vous pouvez aussi commencer à déployer votre app d'autres manières. Alors, on va voir les différentes méthodes de déploiement. Le déploiement, c'est vraiment la diffusion de votre app, comment la mettre à disposition de votre site, donc de vos utilisateurs. La première méthode, c'est dès que vous commencez à développer une app, et on va commencer par regarder évidemment le côté Apple, mais dès que vous commencez à développer une app chez Apple, vous avez évidemment la facilité de tout de suite générer votre app en programme ad hoc, c'est-à-dire pour une centaine de périphériques, enfin 100 maximum, périphériques mobiles. Vous rentrez en fait dans l'interface développeur Apple un à un tous les périphériques, leurs fameux identifiants uniques ou UDID. Vous les rentrez dans l'interface développeur Apple de votre compte Apple et ça vous permet de générer votre app et de la diffuser
à ces personnes-là. Donc ça, c'est vraiment plus pour du test interne que pour de la diffusion, évidemment. Par contre, votre app reste effective le temps nécessaire, elle n'a pas de limite de temps. Voilà. La deuxième chose, et elle ne sera évidemment pas sur un store. La deuxième méthode, la plus privilégiée, celle que nous utilisons nous-mêmes d'ailleurs pour diffuser à vous, clients, vos premières versions d'app, c'est TestFlight, qui est un programme et une application gratuite sur l'App Store. TestFlight vous permet en fait de diffuser via cette app gratuite qui est téléchargeable gratuitement partout sur iOS. Vous pouvez diffuser vos apps au début jusqu'à 10 000 périphériques, c'est-à-dire que vous allez envoyer des mails, vous allez inviter des personnes, donc des clients ou autres, ou des bêta-testeurs, ce que vous voulez, à participer à la diffusion de votre app pour la tester au départ ou pour la diffuser. Alors la diffuser en général non, pourquoi? Parce que c'est limité à 90 jours d'usage et vous pouvez quand même diffuser 100 apps à la fois, d'accord? Et sur 10 000 personnes. Et au niveau test interne, vous avez également la capacité avec ce programme-là, qui est gratuit, de tester avec 25 membres de votre équipe et chacun peut tester sur 30 périphériques. Donc c'est vraiment le programme privilégié pour tester et diffuser et valider votre app au maximum avant sa diffusion sur un store. Alors côté store, en effet, on a deux sortes de stores. On a l'App Store, qui est un store public, donc l'iTunes Store, sur lequel évidemment vous allez soumettre votre app et si elle est publiée, peut l'être de manière illimitée, c'est-à-dire il n'y a pas de limite de temps, mais elle devra être validée par Apple, bien entendu, pour pouvoir apparaître sur l'iTunes Store. Deuxième méthode, vous avez une app qui doit être diffusée plutôt en interne d'une entreprise, d'une université, donc d'un centre d'éducation ou d'une grande entreprise, et vous allez choisir plutôt dans ce cas-là la méthode de déploiement in-house, comme on dit, enterprise, sur laquelle vous allez faire votre propre magasin, votre propre store, qui n'est ni plus ni moins qu'un site web, une page web dans laquelle vous allez mettre les icônes de téléchargement de vos apps. Vous pouvez aussi utiliser des outils de diffusion contrôlés vers des devices contrôlés, c'est-à-dire vers des périphériques contrôlés, qu'on appelle MDM, pour Mobile Device Management. Ces outils-là vous permettent en effet de diffuser vers une cible très précise de votre entreprise et de gérer les droits sur ces apps. Donc c'est très contrôlé. Voilà. Et enfin, un dernier programme qui est à connaître quand même, qui est le programme d'achat en volume d'Apple, le VPP, comme on dit, Volume Purchase Program, qui est à destination plutôt de l'éducation, donc des grands centres d'éducation, universités, écoles, ou des grandes entreprises, puisque là, vous pouvez acheter en volume des apps publiques, mais aussi diffuser des apps B2B personnalisées, comme par exemple des apps que nous ferions pour vous, pourraient apparaître sur ce store-là, puisque c'est un store particulier, le VPP Store, mais vous pouvez aussi totalement diffuser vos apps, encore une fois, des apps que vous pourriez créer avec nos outils. Vous pourriez les diffuser vers votre flotte d'entreprise via vos outils MDM ou le VPP Store, en même temps que vous achèteriez des apps publiques sur l'App Store, ce qui vous permet de contrôler les coûts et la diffusion de vos apps à la fois publiques et privées. Voilà. Donc c'est un programme assez intéressant quand vous êtes évidemment dans des échelles de déploiement importantes. Voilà. Côté Google, c'est un petit peu plus simple et un petit peu moins restrictif, on va dire, et plus ouvert. Vous avez évidemment la voie royale avec le Google Play Store, qui, je vous le rappelle, n'existe pas et n'est pas disponible en Chine. Il y a heureusement des alternatives en Chine, comme ceux que je vous ai indiqués entre parenthèses ici. Mais le Play Store, c'est évidemment à l'image de l'iTunes Store, le store principal des applications Android. Il existe cependant, contrairement à Apple où ça n'est pas possible, ou c'est possible bien entendu, mais beaucoup moins connu, des stores alternatifs que sont, je vous ai cité quelques-uns d'entre eux, dont par exemple l'Amazon App Store, mais aussi le store de LG, qui sont évidemment moins connus, un peu plus parfois restrictifs, mais qui vous donnent aussi un peu plus de souplesse parfois ou de contrôle. Et enfin, il y a l'image de ce que vous pouvez faire chez Apple, c'est-à-dire des apps contrôlées avec ce qu'on appelle des managed ou private apps, donc via un programme d'enrôlement chez Google qui est disponible évidemment chez eux et qui vous permet de faire apparaître, à l'image aussi du VPP Store quelque part, de faire apparaître des apps que vous créez vous-même pour votre entreprise dans un onglet particulier qui s'appelle le Managed Play Store du Play Store. Donc ça vous permet de diffuser des apps privées
vers un store quand même public, mais avec un onglet spécialisé et privé. Voilà, donc il y a d'autres méthodes là aussi côté Google, bien entendu. Alors c'est important, pourquoi cette slide est très importante, cette diapositive, pardon, est très importante parce que, encore une fois, on va le voir maintenant sur les directives Apple. Je vous cite les premières, là, déjà pour commencer, mais aussi les directives Google. Certaines applications aujourd'hui sont plus difficiles à soumettre, à faire valider par Apple ou Google, et surtout Apple. Si on prend Apple pour commencer, vous le savez, Apple privilégie avant tout des contenus de loisirs, des apps et des contenus de loisirs, de jeux, donc très interactifs, qui utilisent au maximum aussi leurs petits bijoux, leurs iPhones, leurs iPads et iPad Pro, évidemment. Donc c'est leur focus principal. Ils veulent aussi réduire drastiquement le nombre d'apps, puisqu'il y a énormément d'apps sur le store. Donc, à cause de ça, la politique de validation Apple est beaucoup plus stricte qu'avant. Ils ne veulent absolument plus de contenus commerciaux, marketing. Donc, si vous faites une app, par exemple, pour vos commerciaux ou pour l'extérieur, il va falloir vraiment faire des contenus très enrichis, très interactifs, ce que vous pouvez faire avec nos apps, la fameuse app NextGen, mais surtout pas mettre de prix, etc. Et si vous commercialisez encore une fois des produits au sein de votre app, il faut privilégier les mécanismes in-app purchase et in-app subscription, donc les abonnements et achats en intégrés à l'app d'Apple. Ils n'autorisent pas normalement d'acheter en dehors. Après, il faut passer par des bannières, des sites web, etc. Mais c'est normalement interdit également. Les contenus de formation, par contre, documentation technique, passent mieux. Alors encore une fois, tout cela, ce sont des directives pour les contenus que vous allez publier sur le store. Si vous publiez en interne, avec les autres méthodes de déploiement que je vous ai citées, vous n'avez évidemment pas de validation, donc pas de problème sur ce que vous voulez diffuser. Évidemment, pas de contenu explicite, pas de sexe, pas de violence, pas de racisme dans vos contenus et vos applications, sinon ça ne passera absolument pas, que ce soit chez Apple ou Google. Vous vous en souvenez peut-être, Apple avait à un moment obligé à basculer tous les liens web que vous pourriez avoir dans vos applications en mode sécurisé, donc HTTPS. Puis ils sont revenus en arrière, donc aujourd'hui les deux modes sont toujours autorisés, HTTP, mais HTTPS aussi, que nous avons intégré dans nos apps. On vous recommande, cela dit, de basculer en HTTPS le maximum de vos liens web, puisque ça va finir un jour quand même par tomber, que vous ne pourrez plus utiliser que du HTTPS. Dans vos apps, évitez évidemment d'utiliser toute mention ou visuel à Android. Dans une app, évidemment, Apple. Ne pas montrer également des visuels du périphérique lui-même, c'est-à-dire d'une tablette, iPad ou d'un smartphone, iPhone. Seul Apple contrôle ces visuels-là, donc vous pouvez mettre des copies d'écran, donc de l'intérieur de votre iPhone ou de votre iPad, mais surtout pas une photo complète avec l'iPad ou l'iPhone, puisque Apple peut vous rejeter votre app à la soumission à cause de ça. La gestion des push, c'est un point important parce que vous savez, les fameuses notifications par push, c'est quelque chose que vous pouvez gérer plus facilement côté Apple que Google, parce que chez Google, on va le voir juste après, vous allez devoir la gérer, la créer avec un certificat avant la soumission de l'app, et après, vous ne pourrez plus la modifier. Chez Apple, vous pouvez encore la modifier et renouveler vos certificats après la soumission de l'app. Donc c'est une différence par rapport à Google. Les produits payants, donc ceux que vous voudrez commercialiser au sein de l'app avec le fameux in-app purchase ou in-app subscription, sont à faire un par un dans l'interface iTunes Connect, mais il est possible de faire des batchs pour automatiser tout cela. C'est notamment ce que nous avons fait. Donc quand vous êtes une entreprise, on peut vous aider à, encore une fois, configurer, créer votre app plus facilement et plus rapidement. Enfin, pour finir, je dirais que les règles Apple, dites-vous bien qu'elles peuvent changer du jour au lendemain. Nous le vivons en permanence, nous sommes pourtant un partenaire privilégié d'Apple, nous développons des apps depuis plus de 11 ans. Pour autant, nous sommes obligés d'aller voir régulièrement les changements de règles d'Apple. Pourquoi? Parce que déjà Apple, il faut le savoir, ne pousse pas les règles, les nouveaux changements de règles automatiquement. C'est à nous d'aller régulièrement les voir et voir s'il y a quelque chose de nouveau. Mais surtout, il peut y avoir des changements
d'humeur, si je puis dire, ou des changements de comportement sur la validation qui peuvent arriver du jour au lendemain. Donc rien n'est garanti, d'où le fait de bien se préparer, comme on vous le dit dans ce webinaire, en amont sur tous les certificats, toutes les mentions, tous les contenus que vous allez publier. Sachez une chose quand même qui est importante, c'est que nos apps Next-Gen, je vous l'ai dit, le contenu lui-même, c'est ce qu'on appelle la vitrine de l'app, vous pouvez le changer à tout moment. Donc, en gros, vous pouvez quand même soumettre votre application avec un contenu restreint qui, évidemment, facilitera sa validation. Et après, de toute façon, vous le faites vivre, ce contenu, donc vous pouvez le modifier par la suite à tout moment. Lui ne nécessite pas de validation par Apple. C'est un point très important à savoir grâce à notre gestion de la vitrine en temps réel par notre frontal web. Côté Google, il faut savoir que les règles de validation sont de plus en plus strictes. Évidemment, ils ne veulent pas plus qu'Apple des contenus explicites, mais c'est moins strict en général qu'Apple. Vous avez également une classification du contenu suivant les grandes normes, hein, PEGI pour l'Europe, SRB pour le continent américain, etc. Je ne vais pas toutes les citer ici, qui est beaucoup plus normalisée, mais restrictif aussi en même temps, mais qui est bien cadré et plus facile. Quand vous allez créer la soumission de votre app, vous allez remplir un questionnaire qui va calculer automatiquement la note de votre application par rapport à ces standards de classification. Les abonnements, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont non modifiables, non effaçables. D'ailleurs, c'est presque la même chose chez Apple. En gros, ça veut dire que si vous devez faire une modification d'abonnement, il faut créer de nouveaux abonnements et puis attendre la date de renouvellement d'un abonnement pour un utilisateur pour lui proposer le nouveau ou le pousser. Mais chez Google, c'est plus compliqué et plus sensible que chez Apple à ce niveau-là. La gestion des push aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a également une clé unique, ce qu'on appelle un key store, qui est généré au tout début, soit par votre compte développeur, soit par app de préférence. Juste une petite information, la conserver précieusement parce qu'elle est générée qu'une fois. Il faut la sauvegarder au moment où c'est généré, au moment où vous allez créer votre app, et donc gardez-la précieusement. D'ailleurs, en général, c'est ce que j'allais vous dire aussi avant, j'aurais dû vous dire avant, c'est de bien conserver toutes les dates, toutes ces informations-là. Alors évidemment, si vous passez par nous, nous on les conserve pour vous. Mais si vous le faites vous-même, pensez à bien conserver les dates de renouvellement de vos certificats, certificats développeurs, certificats de push pour Apple, etc. Il faut y penser parce que on voit des apps parfois tomber parce que des certificats n'ont pas été renouvelés tout simplement. Alors, je terminerai mon webinar. Désolé, je vous ai empiété un petit peu sur vos questions-réponses, mais on y arrive. C'est la dernière diapositive. Dernière diapositive sur les mises à jour constantes. C'est en effet important de passer par des acteurs professionnels et experts comme nous, parce que nous maîtrisons ces roadmaps hein, chez Apple et chez Android. Nous les suivons en permanence. Nous sommes souvent d'ailleurs alpha, bêta-testeurs pour eux aussi. Donc, les évolutions majeures, par exemple iOS 11, qui est la dernière version d'iOS, qui était passé aux 64 bits. Nous vous avions prévenu l'année dernière déjà là-dessus, puisqu'il y avait une migration qui obligeait à ne plus avoir d'applications en 32 bits. Nos applications Next-Gen ont basculé évidemment à ce moment-là en 64 bits, parfaitement conforme à iOS 11, et aussi à l'iPhone 10, hein, qui était sorti en fin d'année dernière. Nous avons intégré par exemple récemment les conditions générales d'abonnement. Ça, c'était une nouvelle demande d'Apple qui est tombée d'un seul coup, qui était nécessaire pour la soumission d'app, surtout d'app évidemment en matière de presse numérique. Le HTTPS, nous l'avions intégré quand Apple l'avait forcé, puis nous avons intégré la possibilité de ne pas l'obliger dans nos générateurs d'applications aussi pour vous permettre de faire toujours les deux. Nous sommes également dans le processus de conformité au GDPR actuellement, donc vous allez voir apparaître là dans la prochaine version de Next-Gen, donc la prochaine version d'App Factory, la capacité d'avoir un onglet maintenant sur vos données utilisateurs privées confidentielles que vous pouvez gérer vous-même en tant que client, bien sûr, c'est un lien en fait vers une page web que vous gérez vous-même. Côté Android, vous savez qu'il y a la version Oreo, version 8, hein, qui est conforme au niveau 26 des API Android, qui, lui, fait des obligations majeures d'ici août 2018, notamment tout ce qui est accès, l'autorisation d'accès, vous savez, à certains contenus et certains organes de votre smartphone, comme par exemple si vous jouez un fichier audio, il faut avoir accès à votre micro.
Toutes ces permissions-là n'étaient pas totalement obligatoires avant, maintenant elles le sont. Donc on a intégré ça dans la prochaine version d'App Factory qui sort en juillet. Vous aurez la possibilité de générer des apps conformes à ce niveau d'Android 8, mais aussi au niveau du contenu. C'est-à-dire qu'au niveau du contenu, si vous jouez un fichier audio, vous devriez faire apparaître cette pop-up. Donc on vous mettra ça à discrétion dans App Factory, qui est notre générateur d'app, encore une fois. Ce niveau Android, on ne va pas détailler tout ce qu'il fait, mais apportera aussi une meilleure sécurité, bien sûr, et de meilleures performances. Et on prépare déjà la prochaine version pour 2019 avec l'obligation pour toutes les applications qui ont des bibliothèques natives, comme c'est notre cas avec NextGen, donc la possibilité de télécharger des contenus en local, de basculer en 64 bits. Donc nous sommes déjà en train de le préparer avec l'équipe de développement. Pour résumer, tout comme tout à l'heure, je vous ai dit, en gros, les règles Apple peuvent changer du jour au lendemain. C'est aussi très important pour vous de pouvoir changer votre app, la mettre à jour au moins une fois par an. Les devices, les OS évoluent à une vitesse telle qu'il vaut mieux mettre à jour avec nos outils ou via notre équipe de production vos applications. Ça vous garantira une certaine sérénité pour leur soumission, bien sûr, sur les stores, leur diffusion et surtout son usage par vos utilisateurs. Voilà, j'ai terminé ce webinar.